Ils ont deux principes fondamentaux, et tout est basé là-dessus. Le premier, c'est que tout se résout par la force, et que par la force. Le deuxième, c'est qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Netanyahou était convaincu, il l'a dit, répété vraiment, que le Hamas c'est l'ennemi idéal. Tant qu'il y aura le Hamas à Gaza, il ne pourra pas y avoir d'État palestinien. C'est formidable. Ce qui compte en Israël, c'est pas être israélien, c'est être juif. Ce qui compte, c'est qui est juif et qui ne l'est pas. Ça n'est pas qui est citoyen et qui ne l'est pas. D'abord, l'extrême droite tient politiquement Netanyahou, et c'est une extrême droite auprès de laquelle un Zemmour passerait pour un minable démocrate. Et Netanyahou est quelqu'un qui a vraiment, de manière éhontée, utilisé la Shoah pour dévoyer l'histoire de la Shoah elle-même. L'ambition du sionisme et d'Israël, c'est de parler et d'être le seul interlocuteur au nom du peuple juif. Mais vous avez énormément de juifs qui se disent « c'est pas pour moi ce pays ». Un jeune Israélien ne sait pas ce que c'est que le nazisme. Le nazisme se résume à la Shoah. Sylvain Sipel, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes journaliste, vous avez été directeur de la rédaction de Courrier International et collaboré à la revue Orient 21. Vous êtes un grand connaisseur d'Israël, puisque vous y avez vécu 12 ans dans les années 60, et vous avez couvert la seconde intifada entre 2001 et 2003 pour Le Monde. Vous avez publié un remarquable ouvrage qui porte sur la société israélienne, qui s'appelle « L'État d'Israël contre les Juifs » aux éditions La Découverte, dont nous allons beaucoup discuter au cours de cet entretien. Pour commencer, même s'il est évident que l'attaque du Hamas du 7 octobre était d'une brutalité sans nom, la réplique d'Israël est en dehors de toute proportionnalité et on assiste à un véritable massacre depuis quelques mois. Quel but poursuit Israël avec cette violence? La réponse est très difficile. Ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils avaient un but. Et le but était évident, on l'a vu tout de suite. Dès le début de l'attaque, il s'agissait de tenter d'expulser la population. C'était ça l'objectif. Honnêtement, ils sont parvenus à faire partir 1,5 million de personnes, ce qui n'est quand même pas rien. Par la terreur, par d'autres moyens, mais ils ne sont pas parvenus. On saura les choses plus tard. Mais le fait est qu'ils ne sont pas parvenus. Il y a eu une tentative de convaincre les Égyptiens d'accepter la population. Elle a été menée par le secrétaire d'État américain Blinken. Ça n'a pas marché. Et le maréchal Sissi a totalement refusé toute... Et les Israéliens se sont retrouvés dans une situation... je ne peux pas imaginer qu'ils n'aient pas eux-mêmes pensé que ça pouvait échouer. Mais de facto, ils n'avaient pas de plan B. Et donc, le plan B est devenu éradiquer le Hamas. Éradiquer le Hamas, c'est joli sur le papier, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. S'il s'agissait de tuer les dirigeants du Hamas, ils n'y sont pas parvenus en 7 mois, il faut le constater. Mais bon, il y a un projet. C'est d'en finir avec la direction politique, militaire du Hamas. Si c'est faire en sorte que le Hamas n'existe plus à Gaza, c'est une absurdité. Je veux dire, tout l'appareil d'État, tout l'appareil, toute la fonction publique, où ce qu'il en existait était Hamas. Le Hamas est le parti qui organise la population. Les enseignants, ils ne sont pas tous Hamas, mais il y en a beaucoup sont Hamas. Je ne sais pas si vous vous rappelez les Américains en Irak, quand ils ont décidé qu'il fallait en finir avec tous les baassistes. En 30 ans de régime, des baassistes, il y en avait eu, hein, et on a vu le résultat, quoi. C'était une calamité. Et bon, c'est ce qu'ont fait les Israéliens, et c'est une mission, un espoir impossible. Alors on en reviendra peut-être plus tard à pourquoi on maintient cet espoir. Netanyahou
maintient cet espoir, même si certains généraux commencent à dire que ça commence à bien faire. Mais voilà, il y a quelque chose que j'explique dans ce livre. C'est que, vous savez, la phrase de Clausewitz, la célèbre phrase de Clausewitz, la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens. Ben, les Israéliens, c'est l'inverse de Clausewitz. C'est-à-dire, c'est la politique qui est la continuation de la guerre. On fait la guerre, on voit ce qu'on a obtenu, et après, en fonction de ça, on voit quelle politique on mène. Est-ce que Israël, avant l'attaque du Hamas, était disposé à négocier pour arriver à résoudre ce problème, en fait? Le problème, c'est-à-dire le problème palestinien en général, non. Le problème, au contraire, si vous voulez, 3 semaines, il faut quand même se souvenir que 3 semaines avant le 7 octobre, avant l'opération et les crimes commis par le Hamas, Netanyahou rentre de l'Assemblée générale de l'ONU 3 semaines avant. Il dit au peuple, publiquement, il explique la question palestinienne, c'est fini. On va créer une alliance extraordinaire avec l'Arabie saoudite sous chapeau américain, une Pax Americana. Et la question palestinienne, on s'en fout. C'est terminé. Ça n'intéresse plus personne. Mais dans la stratégie de Netanyahou, ce qu'il fallait, c'est maintenir la séparation entre la Cisjordanie, une séparation étanche entre la Cisjordanie et Gaza. Et donc, il a dit, voilà, on n'a pas besoin de s'embêter, il n'y a plus de question palestinienne. Il avait même dit, vous savez, les Palestiniens, c'est même pas 2% de la population arabe. Eux-mêmes, ils s'en foutent. Et donc, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas. L'idéal, c'était le maintien du statu quo, qui permet, au fur et à mesure... Alors, puisque les Gazaouis sont enfermés dans une prison à ciel ouvert, bon, voilà, tous les 3 ans, on fait un peu la guerre, et puis ça se calme, et puis c'est fini. Et en Cisjordanie, ça, c'est important. Donc là, il va falloir petit à petit... Et ce qu'on fait, c'est qu'on pousse les populations dans les périphéries des villes, et on prend la terre. Mais si le but était d'expulser, peut-être même pire, les Palestiniens, est-ce que, quelque part, le Hamas, c'est pas l'ennemi utile d'Israël? Ben, il a été l'ennemi utile de Netanyahou. Netanyahou l'a dit à plusieurs reprises, je le cite dans la préface du livre que j'ai faite, Netanyahou était convaincu, il l'a dit, répété vraiment, que le Hamas c'est l'ennemi idéal. Tant qu'il y aura le Hamas à Gaza, il ne pourra pas y avoir d'État palestinien. C'est formidable. C'est formidable. Alors il faut maintenir en Cisjordanie une autorité palestinienne qui n'a aucun pouvoir, et on a une prison à ciel ouvert dirigée par un organisme qu'on décrète terroriste. Et donc, quand on a dit terroriste, ça veut dire qu'il n'y a rien à négocier, etc. Voilà. Et on avance au fur et à mesure. À l'époque de Trump, on a beaucoup hésité. Est-ce qu'on annonce ou pas l'annexion de la Cisjordanie? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Ça n'a pas été fait. Jusqu'au bout de la présidence de Trump. Trump, je pense, l'aurait admis. J'en sais rien, mais je pense qu'il l'aurait admis. Enfin, en tout cas, sa politique allait dans ce sens-là. Voilà. Donc, ils n'ont pas d'autres... enfin, ils ont 2 principes fondamentaux. Et tout est basé là-dessus. Le premier, c'est que tout se résout par la force. Et que par la force. Et le deuxième, c'est qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Et là-dessus, il y a un accord politique général de la société israélienne, sauf, je dirais, dans une extrême gauche. Alors, il y a les partis qui sont les partis arabes israéliens, ceux qu'on appelle les arabes israéliens, qui sont des Palestiniens qui sont restés en Israël, et il y a des petites, très faibles fractions dans la population juive aujourd'hui qui sont favorables à un État palestinien dans les, disons, dans les frontières de 67, si vous voulez. Mais c'est infinitésimal. On a lu et entendu beaucoup de mensonges, d'exagérations dans le discours israélien. Comment analysez-vous le niveau de propagande en Israël? Le niveau est très élevé et très faible. Il est très élevé parce que les Israéliens consacrent des sommes très importantes à ce qu'on appelle la diplomatie publique, hein, c'est-à-dire, aujourd'hui on dit des influenceurs aussi, c'est-à-dire ils consacrent énormément de moyens à
la- comment dire, à présenter leur point de vue et à tenter de l'imposer. Je pense qu'aujourd'hui, au plan international, Israël est en train de devenir un État paria dans les opinions publiques. Alors, ça n'est pas vrai en France, du gouvernement français, ça n'est pas vrai de la plupart des gouvernements européens, c'est certainement pas vrai du gouvernement américain, etc. Donc, il y a une sorte de... Il y a une distanciation qui se fait entre des opinions publiques qui ne connaissent pas bien le problème, qui ne savent pas, etc., mais qui se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» où il y a d'un côté une population civile qui se fait massacrer, et de l'autre des gens qui bombardent de manière... Bon. Et donc, je pense qu'il y a une dégradation de l'image qui est très importante de l'État d'Israël, mais qui reste protégée par, en général, je ne vais pas généraliser, mais dans l'ensemble, des pays occidentaux qui considèrent que Israël, c'est quand même comment dire, c'est Herzl qui avait dit que ce serait une protection pour l'Occident, mais qui considèrent que Israël, c'est un atout dans le Moyen-Orient. C'est un atout. Et donc, au niveau des... comme la question n'est pas, pour les Européens, ce n'est pas une question très chaude, si vous voulez, ce n'est pas l'Ukraine. Donc, ça reste assez lointain. Et alors, c'est beaucoup traité par rapport à d'autres questions internationales. Mais ce n'est pas une question qui est fondamentale dans les politiques ni européennes ni américaines. Donc américaine plus qu'européenne. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Ce qui est assez étonnant, c'est que la presse israélienne semble assez libre. Il y a des Oui, visions non, oui, non. nuancées, voire des critiques assez Oui. féroces. Je pense au journal Haaretz, qui est remarquable, Oui, oui. vraiment dans l'Occident. Mais d'un autre côté, il y a une société qui est aussi très surveillée et contrôlée, on en redira un mot après, avec une justice de pacotille. Comment tout cela se conjugue? Mais la justice, par exemple, vous avez donné l'exemple de la justice, vous avez dit la justice de pacotille. On ne peut pas parler de justice de pacotille parce qu'elle est de pacotille quand il s'agit des Palestiniens. Mais quand il s'agit des Israéliens, elle n'est pas de pacotille. C'est une justice. Alors, dans un livre précédent, je racontais une anecdote. C'était dans ce qu'on appelle une ville de développement, et 3 jeunes de 16 ans avaient violé dans une tournante une gosse de 14 ans. Ça a pris du temps et ils avaient 19 ans quand ils sont passés en procès. Et donc, ils étaient militaires. Ils ont été condamnés à 100 jours de travail alors, à l'armée. Et ce n'est pas la faiblesse de la peine qui m'a choqué. C'est l'argumentaire du juge. L'argumentaire du juge a été qu'il ne voulait pas briser la carrière brillante qu'avaient entamée ces 3 jeunes hommes dans l'armée israélienne. Et donc, il leur a donné une deuxième chance. Je trouve cette anecdote est très parlante, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... La société israélienne, juive israélienne, est une société qui a très peu de distanciation des besoins militaires et de l'armée. L'armée est vénérée. L'armée est absolument vénérée. La police est vénérée. Donc c'est une société démocratique dans laquelle il y a une adhésion vraiment... Alors, cette adhésion, avec le temps, elle s'est beaucoup aggravée. Elle n'a pas toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, dans la population juive, vous avez 90% d'opposition à la création d'un État palestinien. Tout le rapport aux Palestiniens est un rapport de domination assumée. Et donc, c'est une société paradoxale. Mais quand on y pense, finalement, c'était pareil en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y avait l'apartheid d'un côté. De l'autre côté, quand on était blanc, oui, il y avait des élections, on pouvait... il n'y avait pas de problème. Et il y avait une vie démocratique quand on était blanc. Là, il y a quelque chose de similaire. Il y a des lois qui sont votées, qui sont et surtout, il n'y a pas seulement les lois
Mais il y a tous les décrets, il y a tous les décisions des mairies, enfin, etc., qui abondent dans le sens véritablement d'une ségrégation, d'un apartheid. Mais les Israéliens, les Juifs israéliens, ils n'en connaissent, enfin, ça ne les touche absolument pas. Et souvent, ils en sont à l'initiative, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de bourgades israéliennes où les mairies ont pris des décisions pour interdire à un arabe de s'installer, pour des motifs culturels, n'est-ce pas? Enfin, vous imaginez en France, si on disait à des citoyens français qu'ils n'ont pas le droit de changer d'acheter une maison dans telle ville, etc. C'est le rêve de Zemmour, mais sinon, ben, en Israël, c'est parfaitement légitime. Donc, cette dichotomie-là, où la démocratie, elle n'est que pour les Juifs, ben, elle est vraiment au cœur du fonctionnement de cet État et de sa société. Justement, dans cette société, bien, les Israéliens sont abreuvés en permanence d'un discours très sécuritaire et violent, en somme une propagande gouvernementale redoutable. Est-ce que la brutalisation, de cette société a des impacts sur la manière de vivre et de penser, des Israéliens? Oui, mais en même temps, il y a eu un processus qui n'est pas anodin. Je ne vais pas faire un cours d'histoire parce que ça va ennuyer tout le monde, mais la guerre de 67, tout commence en 48 avec l'expulsion. Mais 67 modifie quelque chose de fondamental. Jusqu'en 67, il y a ce qu'on appelait à l'époque les Arabes israéliens. Les Israéliens disaient même les minorités, pour en faire plusieurs, comme ça. Et donc, ils étaient 10% de la population. Du jour au lendemain, après 67, ils passent à 40 et maintenant ils sont à 50. Il y a 50-50 maintenant. Sur un seul territoire, entre la mer et le Jourdain, comme on dit, la mer Méditerranée et le Jourdain, il y a 50-50. 50-50, c'est un peuple qui en domine un autre. C'est pas une petite... Avant, ça ressemblait aux États-Unis, au sud des États-Unis, où la population était blanche, il y avait 10% de noirs. 67, ça a tout bouleversé. Et après, en 2000, l'échec des négociations de paix a joué un rôle fondamental. C'est-à-dire que le Premier ministre de l'époque, Barak, a dit à la population israélienne juive ce qu'elle voulait entendre, c'est-à-dire j'ai été très généreux, les Palestiniens ont refusé une offre extraordinairement généreuse. Il l'a fait avec le soutien de Clinton, qui était le président américain de l'époque, donc tout le monde a gobé ça. Et à ce moment-là, il y a eu le deuxième intifada, et là, il y a eu un bouleversement très important. Il y a eu le retour à la lutte armée, qui avait été abandonnée auparavant, par le Hamas essentiellement, mais pas seulement. Et là, la société israélienne a basculé, et a basculé dans un... Avant, elle vivait sur un déni. On ne parlait jamais de la Nakba, on était en fait les victimes, et les Palestiniens sont les agresseurs. Voilà. Progressivement, il y a eu un phénomène assez extraordinaire qui s'est passé dans la population israélienne et qui amène et qui explique pourquoi aujourd'hui l'extrême droite après Netanyahou. D'abord, l'extrême droite tient politiquement Netanyahou, mais surtout, l'extrême droite est devenue extrêmement puissante, et c'est une extrême droite auprès de laquelle un Zemmour passerait pour un minable démocrate. C'est une extrême droite qui revendique des politiques ouvertement racistes, fascistes, mais de manière absolument ouverte. Ben Gvir, qui est ministre de la police, et de l'Intérieur et de la police, appelle à l'expulsion des Palestiniens et de la population palestinienne. Ce n'est pas une envie, ce n'est pas quelqu'un qui dit « Ah, si on pouvait vivre sans Palestiniens ». Non, il est ministre, il est un des ministres phares de ce gouvernement. Donc il y a toute une évolution de la population juive israélienne. Il faut dire une chose importante. Vous avez parlé d'Haaretz. L'évolution, elle a eu lieu dans deux sens. C'est-à-dire qu'il y a eu une radicalisation coloniale de la population israélienne et des mentalités israéliennes très fortes et qui s'est aggravée au fur et à mesure. Ça fait quand même 24 ans que l'échec de Camp David. Ça a eu le temps. Mais de l'autre côté, vous aviez des gens qui étaient des gens comme, par exemple, de La Paix Maintenant, qui ont aujourd'hui un discours épouvantable. Mais ceux qui n'ont pas fait ce trajet-là ne sont pas restés sur place. Eux aussi, ils ont évolué.
Et ça donne à Haaretz. Haaretz, c'est un changement extraordinaire par rapport à il y a 20 ans ou 25 ans. Il y a 25 ans, vous aviez eu 1 ou 2 journalistes qui écrivaient sur la question palestinienne et qui racontaient la réalité de ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez... moi, j'ai fait un papier sur Haaretz pour la revue Orient 21. J'y ai passé une semaine en Israël pour rencontrer les gens. Ce journal a connu un bouleversement. Le directeur de la rédaction de ce journal a publié un article assez exceptionnel dans le Foreign Affairs, qui est la grande revue américaine de géopolitique, dans laquelle il fait un bilan d'une sévérité sidérante de la politique israélienne. Donc vous avez raison, il y a les deux. Longtemps, la gauche israélienne, elle a servi de cache-cesse. On est une démocratie formidable, regardez, il y a des gens qui brûlent le drapeau israélien en place publique et il leur arrive rien. C'est en train de se terminer. C'est en train de se terminer. C'est-à-dire que la présence de gens qui ont une mentalité fasciste, pas seulement coloniale, mais qui veulent une politique de force, devient de plus en plus menaçante. Il n'y a pas seulement à Haaretz, il y a un site internet qui est assez formidable, qui s'appelle Plus 972, qui est remarquable aussi. Il y en a d'autres, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai vécu en Israël il y a 50 ans. J'étais un adversaire résolu de la politique israélienne dans les territoires occupés, etc. Mais j'avais des amis, j'avais énormément de connaissances dans la société israélienne. Je n'avais pas un sentiment d'être... on pensait que j'étais un peu un dingo, mais il n'y avait pas une telle hargne contre les gens qui disent on n'aura jamais de solution sans les Palestiniens. Aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment dans la population israélienne, des gens qui n'en peuvent plus et qui disent que ça ne marchera jamais, et que c'est la guerre pour toujours et qu'il vaut mieux partir, et qui, quand ils ne veulent pas partir, eux, le disent à leurs enfants. Ils ne sont pas très nombreux. Et les gens qui lisent Haaretz, ils ne sont pas très nombreux non plus. Ils sont très peu. Quand vous lisez les journaux populaires israéliens, c'est effroyable. C'est effroyable. Donc c'est un pays paradoxal. Dans ces journaux, dans le discours de politique, parfois, on a également un discours qui est très, comment dire, ethniciste, avec une idée parfois même assumée de préservation du gène juif. Non, Jusqu'où il y a ça eu va, une période. jusqu'où ça va, cet aspect ethnique? C'est deux questions différentes. Oui, parce partons que sur l'aspect ethnique. Non, mais l'affaire du gène juif, moi j'avais fait un papier il y a à peu près 10 ans, 8 ans, 10 ans. Il y a eu une mode en Israël, qui est partie des États-Unis d'ailleurs. Mais la génétique nous expliquait tout, et donc on partait à la recherche du gène juif, et évidemment l'objectif c'était de montrer que Abraham, qui a forcément existé, n'est-ce pas, était voilà. Tous les Juifs descendaient d'Abraham. Bon, honnêtement, moi à l'époque j'avais vu des historiens de droite, d'extrême droite, des gens de gauche, ils disaient tous mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, etc. Bon. Et il y avait des généticiens qui étaient qui pensaient vraiment que oui, un gène juif. Bon. Fallait leur rappeler que d'autres avant eux y avaient pensé, mais bon, je ferme la parenthèse. Mais ça n'a pas eu d'impact majeur, franchement, ça n'a pas eu d'impact. En revanche, la question ethniciste est fondamentale. Elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a un non-dit énorme, c'est-à-dire nous avons des droits que les autres n'ont pas, et quand on n'est pas juif, on ne peut pas avoir les mêmes droits que quand on est juif. Et juif, c'est pas une citoyenneté. Hein. C'est-à-dire que la question ethnique, dans le système de fonctionnement de l'État et de la société, ce qui compte, c'est qui est juif et qui ne l'est pas. Ça n'est pas qui est citoyen et qui ne l'est pas. En France, vous avez des citoyens, y compris des citoyens nord-africains, est-ce que je sais, turcs, du monde entier. Bon. Mais une fois que vous êtes citoyen, vous êtes citoyen. C'est-à-dire, vous êtes français. Alors, il y a des gens qui vont dire à la télévision français d'origine maghrébine, par exemple, mais vous êtes français. Ce qui compte en Israël, c'est pas être israélien, c'est être juif.
Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que, et dans la loi sur l'État-nation du peuple juif adoptée en 2018, dans cette loi qui dit qu'il y a des droits dont disposent les Israéliens, dont les Juifs, dont ceux qui ne le sont pas n'en disposent pas, le principal, c'est le droit à l'autodétermination. Donc il y a des citoyens de deux catégories, ceux qui ont ceux qui ont tous les droits et d'autres qui en ont, mais pas tous. Ça, c'est un changement drastique. C'est là que la grande organisation à ce moment-là, la grande organisation des droits humains en Israël, qui s'appelle B'Tselem, a dit, dans un texte, a été la première à dire « Nous sommes un État d'apartheid ». Dans un État, ce qui caractérise l'État d'Israël, c'est que vous avez une population qui est très amplement majoritaire, c'est la grande différence avec l'Afrique du Sud, mais il y a une population qui a la totalité des droits et une autre qui a des droits, un peu, beaucoup, passionnément, mais personne n'a la totalité des droits. Et ce qui caractérise cette situation, c'est que aucun non-juif n'a les droits dont la totalité des droits dont disposent les juifs. Et le grand changement, la grande nouveauté, c'est que cette loi qui là est une loi raciste, la situation, elle existait bien avant qu'on vote la loi. Mais ça change tout de le voter. Ça change tout. Quand on vote, c'est qu'on assume politiquement. Avant, on laissait les mairies décider, les municipalités décider que pas d'arabe chez nous. Mais là, maintenant, c'est une loi. Et même une loi fondamentale. Il y a peu de lois fondamentales en Israël. Il y en a une quinzaine. Pour bien comprendre les conséquences de tout ceci, dans votre livre, on retrouve une masse de faits vraiment terrifiants qui permettent de réaliser la violence de l'occupation à Gaza et en Cisjordanie. Vous montrez qu'il y a des meurtres perpétrés avec une totale impunité, des enfants de 10 ans qu'on jette en prison, un climat de terreur qui vient ajouter une torture psychologique, en fait, en particulier par les manifestations de présence. Vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vivent les Palestiniens? Ben, quand j'ai écrit le livre, il n'y avait pas Gaza. Il n'y avait pas encore Gaza. C'est-à-dire que ce que je décris dans le livre, c'est terrible à dire, mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a une répression coloniale qui s'aggrave en Cisjordanie et qui s'aggrave de jour en jour. Il y a eu 500 morts maintenant en Cisjordanie depuis le 7 octobre. En général, à 99%, tués soit par des militaires, soit par des colons, qui sont tous armés et qui font des véritables pogroms dans les populations palestiniennes. Mais tout ça reste extrêmement loin de la réaction qu'il y a eu après le 7 octobre. Il y a 1200 morts israéliens, 1160, dit-on. Bon. Et donc, la réaction, évidemment, on savait qu'il y aurait une réaction. Mais moi, dès le départ, dans un des premiers débats auxquels j'ai participé à la télévision, j'ai dit, mais vous allez voir, ça va être absolument gigantesque. Et c'est gigantesque. Donc la question que vous posez, elle pose sur les passages du livre que j'ai écrit, enfin le livre que j'ai écrit avant Gaza. Oui, il y a une aggravation de la politique coloniale israélienne qui est graduelle. On dit toujours, en Israël, il y a des batailles politiques terribles, il y a très souvent des périodes sans gouvernement. C'est-à-dire qu'un gouvernement dont il sait qu'il va y avoir des élections et donc on gère les affaires publiques, mais enfin, il n'y a plus de politique. Bon. Et quand il n'y en a plus, il y en a toujours. C'est-à-dire qu'il y a des plans. Moi, je connais des gens qui ont une ONG en Israël, par exemple, et ils travaillent sur le plan de l'installation des tuyaux d'évacuation d'ordures, et je leur ai dit, mais pourquoi c'est intéressant? Ben, il m'a dit, parce que quand vous voyez qu'il y a des travaux où on met en place
tout ce qui permet de construire ensuite des maisons, ben, vous savez qu'il va y avoir des colonies. Et, euh, et donc, c'est un système qui ne s'arrête jamais, y compris quand il n'y a pas de gouvernement. C'est depuis le début de la colonisation, ça n'a pas de cesse. Vous prenez une ville, il y a une ville qui s'appelle Yatta, en Cisjordanie. Elle avait à peu près 5-6 000 habitants, elle en a 70 000 actuellement. Elle en a 70 000 parce qu'il y a un objectif qui est petit à petit, on prend les terres et on pousse les gens autour des villes. Et donc, il s'agit de créer une série de bantoustans, essentiellement urbains, pour capter la terre. Et ça, c'est quelque chose qui est tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Ça me bouleverse plus que les attaques des colons qui tuent les gens. Oui, il y a 500 morts, c'est pas du tout anodin, pas du tout, je ne veux pas dire ça. Mais ce qu'on ne perçoit pas, c'est les choses c'est les soubassements. Il y a une politique déterminée de captation de la terre, d'empêcher les Palestiniens de construire et d'habiter. Et l'essentiel, c'est de regrouper les gens pour prendre la terre. Mais pour prendre la terre, il faut aussi leur donner envie de partir et Oui. donc de leur rendre la vie impossible au quotidien. Impossible. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? C'est pour ça que j'y reviens, parce que certes, évidemment, c'est pas les dizaines de milliers de morts, de bombardements, mais à la rigueur, les gens se disent oui, mais c'est la guerre, c'est compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ses racines, ses Je vais vous fondements. raconter une anecdote. C'est quoi la colonisation au quotidien? C'est quoi allez-y sur l'anecdote. Oui. Non, mais l'anecdote, je connais un journaliste israélien qui travaille sur les territoires palestiniens et qui m'avait raconté un jour, il était divorcé, un jour il rentre pour le Shabbat, pour le samedi, le jour férié, et donc sa femme vient chercher les enfants puisqu'ils sont divorcés, donc non, c'est le contraire, c'est lui qui vient chercher les enfants. Et donc, sa femme lui demande où est-ce qu'il était. Alors, il dit, j'étais dans un village palestinien, il y avait une affaire, etc. Ah bon, qu'est-ce qui se passait? Il disait, j'y étais parce que ça fait trois jours qu'on leur a coupé l'eau et l'électricité. Et alors, son ex-femme lui dit, ah bon? Pourquoi ils n'avaient pas payé? Donc, il est resté estomaqué. Il a dit, non, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas payé. C'est parce qu'on coupe l'eau et l'électricité quand il s'est passé quelque chose et l'armée décide de couper l'eau et l'électricité. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Je veux dire, moi, j'ai une grande amie à Haaretz qui s'appelle Amira Haas. Elle me dit, mais elle raconte que ça, elle fait que ça fait 30 ans que ça dure, elle raconte l'oppression. Et elle me dit, ce qui est effroyable, c'est que ce que je publie dans Haaretz, c'est 1% de ce qui se passe, tous les jours. Et c'est ça, c'est ça la clé. C'est pas, bien sûr, les morts, c'est très important, etc. Mais c'est le système de captation progressive. Oui, mais Amira, ce que vous citez, vous en parlez aussi dans le livre. Elle parle du fait qu'Israël mène une expérience psychologique de masse. Mais vous pouvez nous expliquer ce qu'elle entend par là? C'est quand même assez bouleversant ce que vous racontez à ce moment-là. Oui, vous savez, il y a deux choses fondamentales. C'est que d'abord, il y a une adhésion de la population à la nécessité de dominer les Palestiniens. Ça, c'est l'aspect colonial. C'est une adhésion. C'est la normalité. Il faut, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais la colonisation commence en 67. Enfin, on a d'abord expulsé les Palestiniens, puis en 67, il y a la colonisation qui commence dans les territoires palestiniens. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui aurait 60 ans, il était enfant à l'époque, tout jeune. Mais aujourd'hui, il n'a jamais connu d'autre Israël que cet Israël où on ne sait pas où sont les frontières. On ne les connaît pas. Rien ne marque les frontières israéliennes officielles. Rien. Pourquoi il penserait que ce n'est pas à nous? On lui dit à l'école que tout ça est à nous, que Dieu nous l'a donné, et puis que les Arabes, ils ont d'autres territoires, ils n'ont qu'à aller ailleurs, mais c'est à nous tout ça. Bon, vous avez un martelage idéologique dans le cadre scolaire, l'université est totalement acquise à ces idées, donc, et donc c'est extraordinairement difficile pour un jeune Israélien de s'extirper de cette pression-là. Justement, il y a un passage que moi, j'ai trouvé assez bouleversant, c'est vous expliquer comment on enseigne la cruauté aux jeunes soldats. Ouais. Comment on crée un tortionnaire. Oui. Vous pouvez nous raconter ça? Et quel est le but? C'est cette cruauté gratuite. En plus, on voit que c'est vraiment fait. Quand on est soldat, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, on vous fait faire des exercices.
Donc, vous débarquez à 3 heures du matin dans une maison palestinienne. Votre objectif, c'est de mettre les gens qui habitent là, donc le père, la mère, les grands-parents s'il y en a, les enfants, dans une seule pièce, et vous vous installez, et vous les terrorisez. Personne n'a été prévenu, voilà. On fait semblant qu'on cherche un terroriste. Et puis on s'en va, sans explication. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi faire ça aux soldats? On fait faire ça parce que, après 2, 3, 4 fois, la première fois, les soldats disent: «Mais c'est quoi ce truc? On nous amène, on est rentré dans cette maison, puis on n'a rien fait, on n'a arrêté personne, on est juste parti, quoi». Et puis à la deuxième fois, et puis la troisième, et la quatrième, on s'habitue. Et au fur et à mesure, on s'habitue. Et on s'habitue à ça. Et alors Azaria, c'est un jeune soldat israélien. Il y a un jeune Palestinien qui se précipite, ils sont plusieurs soldats, ils l'abattent. Il gît dans son sang. Azaria, il a 19 ans, il s'approche de lui, il lui met une balle dans la tête. Malheureusement, il y avait des caméras, enfin, il y avait des Palestiniens, avec, non pas des caméras, mais leur téléphone, qui ont montré ça. Et 1 heure après, c'est sur Internet et sur tous les réseaux sociaux. Donc l'armée, là, est obligée de faire quelque chose. Donc il l'arrête. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, il va faire 8 mois de prison. 8 mois de prison, c'est ce qu'avait récolté une jeune Palestinienne de 16 ans qui avait donné une gifle à un officier israélien. Donc si vous voulez, donner la mort, quand on donne la mort à un Palestinien, c'est la même peine quand on assassine un Palestinien, on a la même peine que quand une jeune fille donne une gifle à un soldat. Ma conviction, c'est que quand le soldat fait ça, le jeune soldat, il ne pense pas que c'est interdit, au contraire, il pense qu'il fait ce qu'on attend de lui. Il tue un sous-homme. Il tue un sous-homme. Et c'est ça la mentalité coloniale qui s'installe. La jeunesse, aujourd'hui, c'est elle qui vote le plus massivement pour Ben Gvir et Smotrich et l'extrême droite israélienne. C'est à l'armée qu'ils ont les meilleurs scores. Donc, toute une population s'habitue à ce que la normalité soit l'occupation et les conséquences de l'occupation. Et il y a, à côté de ça, cette sorte de désir avec lequel on vit en permanence. Donc, d'une certaine manière, on sait que c'est un désir qui ne peut pas aboutir, mais en même temps qu'on voudrait tellement qu'il se réalise, c'est de vivre entre soi, c'est qu'il n'y ait plus d'Arabes, de plus les voir, de plus les sentir, qu'ils ne soient plus là. Allez dehors, on s'en débarrasse, ça sera formidable. Et ça, c'est quelque chose, ça se dit, je vais vous raconter l'anecdote parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. C'est une personne de ma famille, israélienne, et c'était juste après le début de la deuxième intifada, et on parle de Camp David, et j'essaie de lui expliquer que c'est un peu différent de ce qu'on a raconté en Israël, de mon point de vue. Et à un moment, elle me dit: «Écoute, j'arrête de discuter avec toi parce que tu connais trop, c'est ton métier, la politique, tout ça. Bon, moi, je comprends. Ben, je vais te dire, moi, je serais d'accord. Moi, je vais te dire, je suis prête à rendre tous les territoires, y compris Jérusalem», elle me dit, y compris Jérusalem. Je m'en fous complètement. Mais j'ai une seule condition. Ah bon? Je lui dis: «Mais ça commence plutôt bien, donc c'est quoi ta condition?» Elle me dit: «Ils nous prennent tous nos Arabes». D'abord, il y a dans l'expression «nos Arabes», mais ils nous prennent tous nos Arabes, c'est-à-dire on les fout dehors. Ils vont chez eux, dans leur État, mais pas chez nous. Je la connais bien. C'est une femme que j'aime beaucoup. On pourrait presque dire qu'elle n'est pas raciste. Elle ne sait pas que c'est du racisme. Elle ne sait pas que c'est... On ne peut pas penser comme ça. Les gens, on ne les prend pas et on les déplace. On peut pas faire... C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Elle pense que les Arabes, on les prend, on les déplace. Et puis voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tellement ancré, tellement lourd,
Bon, moi je connais énormément de jeunes Israéliens, pas seulement jeunes, des vieux, des jeunes, qui sont des fonds. Mais malheureusement, la plupart des Israéliens ne sont pas comme ça. Quand on vous écoute, on voit ces déplacements, mais il y a cette idée que c'est en effet, c'est pas tout à fait des hommes, Oui, c'est ça. c'est ce côté il y a ce côté de déshumanisation qui est Oui, très présent dans votre livre. Moi, il y a une image que j'ai gardée, vous en avez parlé tout à l'heure de cet exemple des soldats qui vont, oui. brutaliser au hasard. Vous racontez qu'à la fin, en effet, au bout de 5, 10 fois, mais les soldats, ils vont même plus aux toilettes, ils urinent sur les tapis des gens, ils s'en vont comme C'est dans autre une chose, oui, étable. c'est quand ils occupent, comme C'est dans ce côté les de opérations, oui. déshumanisation. Mais on voit que c'est ça, au final, qui entraîne peut-être comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce système d'apartheid, vous avez employé le mot. Comment ça se manifeste, cet aspect-là d'apartheid? Oh ben, il y a 1000 exemples. Alors on dit toujours il y a des routes pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Non, c'est pas vrai. Il y a des routes pour ceux qui ne sont pas palestiniens. C'est-à-dire si vous êtes touriste, ni israélien ni palestinien, vous empruntez les routes qu'on a construites pour les juifs, pour les colonies. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes palestinien, vous ne pouvez pas monter dessus. Bon. Et donc, il y a des routes différentes, il y a des quantités d'eau qui sont disponibles pour les agriculteurs qui sont différentes. Enfin, la construction, par exemple. Si vous voulez, les colonies ont tous les droits de construire, et dès qu'il y a de la terre qui s'accumule, hop, on construit tout de suite. Alors que les Palestiniens, ça fait maintenant 60 ans que ça dure, ou bientôt 60, ils n'ont aucun droit de construire. On leur retire tous les droits de construire. Enfin, donc ils construisent en hauteur, etc. Mais la démographie, elle est là, et donc, et ça, on peut le répéter à peu près dans tous les. Il y a un gouvernement militaire qui existe depuis le départ et qui gouverne une population dans laquelle il y a une autre population qui n'est pas gouvernée par un gouvernement militaire, mais par les lois officielles de l'État d'Israël, les lois civiles de l'État d'Israël. S'il vous en faut plus pour dire qu'il y a l'apartheid, c'est ça l'apartheid. Et sans oublier que cette population ne vote jamais, enfin bon, etc. Quoi. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas une absurdité à voir ce gouvernement, qui fait sien un discours ouvertement raciste, Oui. heu, alors que ce discours, a historiquement, nourri et continue de nourrir, l'antisémitisme? D'abord, c'est difficile à comprendre, parce que, si vous voulez, ça vient de très loin. Il y a deux phénomènes. Un, ça vient de très loin. Ça vient des fondements du sionisme. Et en même temps, le sionisme n'a pas toujours été ce qu'on en voit aujourd'hui. Et donc, il y a à la fois des racines et à la fois une évolution. Je vais essayer d'expliquer en 3 phrases, c'est un peu difficile. Mais en gros, il y a eu un changement progressif. Le sionisme était bâti sur 2 piliers. Il y avait un pilier émancipateur, c'est mettre la fin à la tragédie du peuple juif, essentiellement en Europe centrale et orientale. Mais pour ces Dreyfus, il n'était pas en Europe centrale et orientale, il était bien en France. Bon. Donc, c'était de mettre fin à l'antisémitisme, de trouver une solution. Donc, il y avait, on peut en penser ce qu'on en veut, il y avait beaucoup de juifs qui ne voulaient pas de celle-là, mais peu importe. Il y avait une ambition émancipatrice. À côté de ça, il y avait une ambition coloniale. Et elle s'est manifestée aussi dès le départ. Mais il y avait ces 2 piliers. À partir d'un moment, Israël a un État. Et cet État, une fois qu'il est établi, après la conquête des territoires occupés actuels, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il n'en reste. La question ayant été réglée, la question de l'émancipation ayant été réglée, il y a un État. Un État qui a une économie, une technologie qui se développe, etc. Sur le plan idéologique, la seule chose qui reste dans le rapport avec la population autochtone, c'est le colonialisme. Et progressivement, il y a un déséquilibre entre les 2 piliers qui fait qu'il n'en reste qu'un. Et il s'appelle le colonialisme. On peut imaginer qu'il aurait pu y avoir une évolution différente. Après, on ne refait jamais l'histoire. Donc c'est celle-là, l'histoire qui s'est passée. C'est cette histoire-là. Et aujourd'hui, il y a une. J'ai raconté l'histoire de cette cousine qui me disait. Je vous ai dit, elle ne se rend même pas compte que c'est raciste. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la manière dont ils pensent n'a rien de raciste.
Chacun sait soi, c'est pas raciste quand même. Alors, il faut les foutre dehors. Alors, évidemment, si chacun sait soi, ça veut dire que c'est nous qu'on met dehors, non, ça marche pas du tout. Mais mettre les gens qui ils ont aucune légitimité, qu'ils aillent faire leur vie ailleurs. Et donc, ce sont des choses qui s'enseignent dès l'enfance. On en est imprégné. On ne pense pas comme vous et moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois, j'étais aux États-Unis, puisque j'étais correspondant pour Le Monde aux États-Unis pendant 6 ans, et j'avais rencontré un type à Charlotte, qui était l'historien de la ville. C'était un vieux monsieur, il avait un bureau à l'université, et puis il m'avait dit, je vais vous raconter un truc. Moi, en 65, quand ça a été l'abolition de la ségrégation raciale. Mais moi, à l'époque, j'avais 20 ans, 25 ans, et je trouvais ça scandaleux. Je trouvais ça horrible. J'étais convaincu que c'était normal, la ségrégation. Je ne comprenais pas pourquoi ça devait être aboli. Ça n'avait aucun... Alors maintenant, je suis 60 ans plus tard ou 50 ans plus tard, et je sais combien c'était absurde. Mais j'étais comme ça, il faut le reconnaître. Depuis, j'ai été professeur à l'université, j'ai eu des dizaines d'assistants noirs, je pensais comme un dingue. Mais à l'époque, c'est comme ça que je pensais. Ben, les Israéliens, ils pensent comme ça. Ils pensent qu'un arabe vaut moins qu'eux, ils pensent qu'un arabe, on en fait ce qu'on en veut, et puis ils pensent que l'arabe, c'est l'ennemi. Et ils ont une pensée. Et moi, ce qui m'a, si vous voulez, une anecdote, quand je quitte le kibboutz et que je vais à l'université, c'est en 69, il y avait plein de débats, c'était donc 2 ans après 67, non, c'était même en 68. Le premier truc qui m'a ébranlé, moi j'étais sioniste, j'étais un jeune garçon sioniste, j'étais là-bas par sionisme, bon. Je discutais avec les étudiants sur le campus, et les mecs parlaient comme les colons d'Algérie. Ils disaient « Oh, tu connais pas les Arabes. Pff, tu leur donnes un bout de pain et quelques olives, et puis ils te foutent la pub. Mais les Arabes, ils savent même pas ce que c'est qu'une nation. On va s'en occuper, ça ira très bien. » Je leur disais « Mais ils vont se révolter, ils vont pas accepter l'occupation. » Mais tu parles, ils sont incapables de penser en termes de politique. Enfin, c'est sidérant. Ils n'ont pas la notion de nation, eux. Et on raconte que les mères palestiniennes n'avaient pas les mêmes sentiments quand leur enfant mourait, n'est-ce pas? C'est des gens différents de nous. J'ai été stupéfait. C'est ça qui a commencé à me gratouiller, quoi. C'est là que j'ai commencé à me dire, mais comment ils pensent, ces gens? Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Ça ne va pas, ce discours. Moi, j'ai été éduqué, sur le plan politique, par la guerre d'Algérie. En 62, j'ai 15 ans. Donc, la grande affaire politique dont on parle tous les jours à la radio, c'est la question coloniale. Et c'est ça qui m'a formé. Donc, je me disais, mais comment ils pensent? Il y a 2 choses. Israël né. Israël peut naître en grande partie parce que ça permet aux Occidentaux de ne pas récupérer cette masse de rescapés juifs et de les renvoyer vers Israël. Les Américains ont accueilli, on ne le sait pas, mais très peu de Juifs à la fin de la guerre. Très peu. Je ne sais pas si c'est 100 000, mais pas plus. Donc, alors qu'à la fin du 19e et au début du 20e, il y en a eu des millions. Mais donc, la question de la Shoah, et ensuite, la question de la Shoah est devenue, il faut faire attention aux termes qu'on utilise, mais je vous donne un exemple parce que ça m'a frappé. À un moment, il y a quelques années, il y a eu une nouvelle directrice de Yad Vashem. Yad Vashem, c'est le musée de l'Holocauste. C'est un musée très important. On y amène à chaque fois, chaque Premier ministre qui n'a jamais mis les pieds en Israël ou président, la première chose qu'on fait, avant même de parler avec lui, de dire Shalom, on l'amène d'abord au musée de la Shoah. C'est-à-dire qu'on le met en situation de comprendre que nous sommes des victimes. Et notre nature est d'être toujours la victime. Et il y avait une nouvelle directrice de ce musée. Elle a donné une interview, et dans l'interview, elle a dit « Je veux développer la vision juive de la Shoah ». Ça n'existe pas, la vision juive de la Shoah. Il y a l'histoire. Mais il n'y a pas une vision française de la France, une vision allemande de l'Allemagne, une vision, chacun sa vision de soi-même.
C'est pas ça l'histoire. Et on ne peut pas regarder l'histoire de cette manière-là. On peut, parce qu'on est juif, être plus sensible à la question. Ça me paraît une évidence. Mais il n'y a pas d'histoire spécifiquement. Israël est le seul endroit au monde où il y a dans les universités un département d'histoire et un département d'histoire juive. Et ce n'est pas le même département. Pour en revenir à l'antisémitisme, l'antisémitisme a toujours été un peu manipulé sur le plan politique. L'antisémitisme est incroyablement prégnant, et la Shoah sont très prégnants dans la culture israélienne, extrêmement. Il y a eu un changement, ce n'était pas vrai au début, mais bon, peu importe. Une fois, je fais l'interview, c'était juste après les élections que Barak, le Premier ministre travailliste, avait perdu contre Sharon, et j'interview le conseiller politique de Barak, et qui me dit, Sharon, là, il me fait un discours anti-Sharon, etc. Et à un moment, je lui dis, d'accord, Sharon, il est ceci, il est cela, mais il a été élu démocratiquement. Et il me dit, ouais, Hitler aussi, il a été élu démocratiquement. Et puis, il continue de parler, et brusquement, il s'aperçoit que je suis en train d'écrire. Je prends des notes sur ce qu'il me dit. Et à ce moment-là, il s'arrête, il me dit, ah non, vous ne me faites pas dire que j'ai comparé Ariel Sharon à Hitler. Non, vous m'enlevez ça de l'interview. Donc je lui dis, d'accord, moi, je n'ai pas de problème, si vous voulez, chacun peut déraper, pas de problème. Moi, je ne vous mettrai pas. Mais, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit quand même. C'est intéressant. Oh, il me dit, mais vous devriez comprendre, vous êtes juif comme moi, nous, on dit antisémite, on dit antisémite pour n'importe quoi, on vous traite de nazi pour des conneries. C'est comme ça. Et ça, c'est vrai. Il y a en Israël une sorte de pinacle. La Shoah, c'est un phénomène absolument, quasi incompréhensible, ahistorique. Et tout le verbiage autour du nazi, pro ou contre, mais de la sphère nazie, c'est quelque chose d'une banalité, mais sidérant. Ça devient quand on vous met un papillon, alors vous traitez le flic de nazi. Moi, je l'ai vu dans la rue, moi. C'était une femme. Le type avait un papillon parce qu'il n'avait pas payé son stationnement. Il se met à lui hurler dessus, espèce de nazi. Nazi. Donc il y a les deux. Et il y a le cas de Netanyahou. Et Netanyahou est quelqu'un qui a vraiment, de manière éhontée, utilisé la Shoah pour dévoyer l'histoire de la Shoah elle-même. Il a essayé d'imposer l'idée que le grand penseur de la Shoah, ça avait été un Haj Amin al-Husseini, qui était un moufti. Enfin, tous les historiens ont dit, mais c'est une folie, mais lui, il a perduré. Oui, il avait dit que ce n'était pas Hitler qui avait eu l'idée. Ça devait être d'exterminer les Juifs, oui. C'était un Palestinien. Et il y a quelque chose d'un peu dingo. C'est le fils de son père, Netanyahou, qui lui-même était un historien un peu dingo. Très d'extrême droite. Mais la question du rapport au nazisme, les enfants, un jeune Israélien ne sait pas ce que c'est que le nazisme. Il ne le sait pas. Il ne sait qu'une seule chose, c'est l'acmé du mal fait aux Juifs. Mais comment ça émerge, le nazisme? Pourquoi le nazisme l'emporte politiquement en Allemagne? Qu'est-ce qui fait? Tout ça est totalement ignoré. Donc, au fond, on peut être soi-même, on n'en sait rien de ce que c'était que le nazisme. Le nazisme se résume à la Shoah. Et si on ne comprend pas qu'est-ce qui a pu mener à la Shoah, on ne pense pas. On pense qu'il y a des Juifs qui sont des victimes et les autres, puisqu'on n'est pas des nazis, alors nous sommes blancs, comme neige. Puisque vous parlez de Netanyahou, on voit aussi qu'il n'a aucun problème à sympathiser avec des dirigeants autoritaires et identitaires, certains qui sont même accusés d'antisémitisme. Oui. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est son monde. C'est son monde. C'est son monde de pensée. Vous savez, il y a eu l'homme sans doute politiquement le plus proche de Netanyahou, c'est quelqu'un qui s'appelle Ron Dermer.
Ron Dermer, il a été ambassadeur israélien à l'ONU et ambassadeur à Washington. Et il a fait un papier, je ne sais pas si c'était pas dans Haaretz, mais il a fait un papier il y a à peu près 2 ans. Il a dit un truc extraordinaire. Il a écrit un truc extraordinaire. Il a dit, il faut oublier les Juifs américains. Nos alliés, ce n'est pas les Juifs américains. Nos alliés, c'est les évangélistes et les nationalistes. C'est les gens de Trump, les gens qui votaient Trump. C'est eux nos vrais alliés. Les Juifs américains, ils ne sont pas comme nous. Ils ne pensent pas comme nous, ils sont différents de nous. Et donc, il ne faut pas être allié, comme souvent on le dit, des évangélistes, parce que les évangélistes, ils sont 5 fois plus nombreux que les Juifs aux États-Unis, et leur poids politique est plus important. Bien sûr, c'est important, mais non, mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle on est allié avec eux. On est allié avec eux parce qu'on pense comme eux, et ils pensent comme nous. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ils sont des gens d'extrême droite, et ils pensent comme les gens d'extrême droite. Dans ce contexte, Israël se targue d'être la seule démocratie du Moyen-Orient. Comment fonctionnent les institutions là-bas? Est-ce qu'elles sont vraiment démocratiques? Si vous êtes juif, oui. Globalement, la démocratie n'est jamais parfaite, donc on trouvera toujours des failles. Mais enfin, dans l'ensemble, oui, le système démocratique fonctionne très bien pour ceux qui sont juifs. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a des restrictions. Alors, il y a des restrictions pour les Palestiniens d'Israël qui sont citoyens israéliens. Donc, il y a des centaines de bourgs israéliens où on interdit à ces gens de pouvoir acheter un appartement. C'est comme ça. C'est voté par le conseil municipal, terminé. Et donc, ils ont gagné en Cour suprême il y a 25 ans. Les Palestiniens, il y a eu une affaire où la Cour suprême a jugé qu'on ne pouvait pas interdire l'acquisition d'un bien dans un lieu à partir de motifs raciaux, ethniques, sexuels, enfin, etc. Quiconque a le droit d'acheter un appartement. C'était un Palestinien qui avait porté plainte en Cour suprême et qui avait gagné. Donc, ça a été gagné et ça n'a eu aucun effet. C'est-à-dire que la décision de la Cour suprême n'a jamais été appliquée. Et de facto, vous avez des centaines de bourgs qui ont adopté ce genre de décision. Comment sont traités les citoyens et les associations critiques de la politique d'Israël? Est-ce qu'il y a de la répression? Comment sont traités les dissidents? Là encore, à chaque fois, je ne vais pas répéter à chaque fois que c'est un pays paradoxal, mais dans l'ensemble, vous avez des grandes organisations aujourd'hui. Par rapport à la période où moi j'étais, c'est beaucoup plus important. Vous avez des grandes organisations de défense des Palestiniens. Je parle d'organisations israéliennes. Vous avez B'Tselem qui est très connu, vous avez les soldats Breaking the Silence, qui sont les soldats qui témoignent sur les crimes commis par l'armée, mais vous avez les docteurs pour les droits de l'homme, vous avez les rabbins pour les droits de l'homme, enfin, vous avez les femmes en noir, vous avez vraiment, je dis, des dizaines d'ONG qui sont des gens très courageux, qui sont bien organisés, qui sont très courageux, mais qui sont vraiment extraordinairement limités dans leur action. Avec, jusque-là, alors, on les a un peu touchés. On les a touchés au plan financier. Il y a eu des lois qui sont parues et qui disaient que les organismes financés par des pays étrangers ou des organismes étrangers doivent écrire sur tout courrier, sur toute déclaration, financé par je ne sais pas comment est la phrase, mais de l'extérieur, si vous voulez. Donc, c'est une manière de dire qu'on n'est pas des Israéliens, quoi. Hein, c'est pas bon. Et en général, ce sont des États qui financent. Alors, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, c'est etc. Donc, il y a comment dire, une atmosphère aujourd'hui, en particulier depuis la guerre à Gaza, il y a une atmosphère de répression assez importante dans les milieux de gauche et d'extrême gauche en Israël. Ça, c'est indubitable. Enfin, quand on dit gauche et extrême gauche, ça peut être des libéraux sur le plan économique. Ce sont des gens. Quand on est de gauche et d'extrême gauche en Israël, c'est parce qu'on est pour la libération des Palestiniens, si vous voulez, pour le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Là, on est de gauche. Sinon, le reste de la gauche, il reste à peu près rien.
Vous donnez des exemples assez stupéfiants, comme les enseignants qui sont surveillés, certains qui ont été virés pour des fausses Oui, dénonciations mais d'élèves. Enfin, honnêtement, oui, je donne ces exemples parce que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité scolaire, dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires. Là, récemment, il y a encore eu des tentatives de virer des enseignants de l'université, en particulier une enseignante palestinienne, justement, mais pas seulement. Mais pas seulement. Je ne suis pas réticent, puisque j'en parle dans mon livre, mais le sentiment de répression a vraiment sauté à partir du 7 octobre. Depuis le 7 octobre, dans les milieux de la gauche israélienne et de l'extrême gauche israélienne, il y a vraiment le sentiment d'une répression organisée. Avant, elle existait, mais il y avait beaucoup plus le sentiment d'isolement et d'incapacité d'agir. Ça fait longtemps que des mouvements existent pour promouvoir une solution de paix. Une a beaucoup fait parler et inquiète beaucoup le gouvernement, c'est le boycott Oui. d'Israël. Est-ce que vous pensez que ce type d'action pourrait fonctionner? Alors, encore une fois, je vais vous dire oui et non. Non, parce que l'ambition de BDS, comme on dit, hein, boycott des investissements sanctions, c'est que le boycott d'Israël réussisse comme le boycott de l'Afrique du Sud a parvenu à mettre à bas l'apartheid. Ça, honnêtement, alors évidemment, s'il y avait un boycott international d'Israël sur le plan économique, ça pourrait être efficace. Mais sinon, que des entreprises décident de se désinvestir d'Israël, il y en a eu ici et là, il y en a eu quelques-unes. Il y a même une grande entreprise de glace, par exemple, détenue par des Juifs américains, qui a publiquement annoncé qu'ils ne vendraient plus de glace dans les territoires occupés. Mais c'est absolument infinitésimal. En revanche, sur le plan des idées, sur le plan idéologique, sur le plan de l'impact politique, indubitablement, BDS est un succès, pas du tout en Europe, mais aux États-Unis, c'est indubitable. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a, je sais pas, il y a 10 ans, il devait y avoir, je sais pas, 20 lieux, 20 universités où BDS existait. Je dis le chiffre 20, peut-être que c'était 30 ou 12, hein, j'en sais rien. Mais il y en avait peu dans l'université américaine. Aujourd'hui, vous en avez des centaines. Et ça, c'est le grand échec de la tentative de Netanyahou de combattre BDS sur les campus. Et sur ce qu'on voit là, en ce moment, sur Gaza, dans un premier temps, la répression a été très forte des institutions américaines contre ceux qui voulaient défendre les droits des Palestiniens. Et ils commencent à reculer parce qu'ils se rendent compte que le résultat, c'est le renforcement de BDS. C'est ça qui se passe. Là, moi j'ai lu récemment, il y a un grand organisme, enfin un journal juif progressiste, qui s'appelle Jewish Currents, qui avait 30 000 abonnés. Bon, aux États-Unis, 30 000 abonnés, c'est 5 000 en France, hein, c'est pas non plus gigantesque. Depuis le 7 octobre, ils sont très progressistes, ils sont pour un seul État, un État, ils n'ont pas décidé sous quelle forme, etc. Mais ils pensent qu'il faut faire un seul État. Ils sont passés en l'espace de 6 mois, 7 mois, de 30 000 à 330 000. Ça dit quelque chose quand même de l'impact sur... et dans les 330 000, vous voyez, qui est-ce qui lit Jewish Currents? C'est quasi exclusivement des Juifs. Oui, mais est-ce que ça veut dire que la situation en Israël conduit à une rupture, à une division Oui. dans le judaïsme? Oui. Et plus le temps passe, et plus j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est vraiment considérable, quoi, et très important. Il y a deux... Vous savez, aux États-Unis, les gens qui se distancient d'Israël appartiennent à deux catégories. Il y a ceux qui se distancient à cause de l'aspect colonial d'Israël. Ce n'est pas eux les majoritaires, mais ils existent. Et par exemple, sur les campus. Mais vous avez énormément de juifs qui se disent « c'est pas pour moi ce pays. Moi, je suis juif américain. C'est pas mon pays, Israël. Et j'ai pas envie que ce soit mon pays non plus. » Et de ce que j'en vois, ça me... Voilà. Vous savez, quand il y a eu le vote sur la loi
sur la fameuse loi sur Israël, État-nation du peuple juif, bah, il y a eu des gens, y compris du Congrès juif mondial, y compris des dirigeants de grandes communautés juives américaines, qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne peut pas signer un machin pareil. On ne peut pas signer un truc qui dit que les citoyens n'ont pas les droits égaux dans un pays, c'est pas possible. Et donc, là-dessus, c'est pour ça que je vous racontais le copain de Netanyahou, Ron Dermer, le type qui a été ambassadeur en Israël, aux États-Unis. C'est pour ça qu'il écrit, c'est pas les mêmes juifs ils sont pas comme nous. Le problème, c'est que les deux sont menaçants pour le sionisme. Le premier qui dit que c'est un colonialisme, évidemment, le sionisme, tout ce qu'il en reste, en tout cas, c'est le colonialisme, évidemment, est idéologiquement très menaçant. Mais ceux qui se déterminent pas tant sur le comportement d'Israël, mais sur sa nature, sur ce qu'il est, sur cet État qui ne leur convient pas, et sur sa politique, et plus que sa politique, je dirais même l'idéologie qu'il domine. Ceux qui disent « moi je suis juif américain », ça aussi c'est extrêmement dommageable pour le sionisme et pour Israël. Parce que Israël, c'est pas un hasard si Jérusalem a été votée à la Knesset capitale, pas seulement du pays, mais capitale du peuple juif. L'ambition du sionisme et d'Israël, c'est de parler et d'être le seul interlocuteur au nom du peuple juif. Donc si se développe aux États-Unis une communauté qui dit « nous, on est juifs et on n'a rien à voir avec Israël », ça, c'est très menaçant. Ça veut dire qu'il y a une autre option possible. Et là, vous donnez l'exemple des États-Unis où c'est marquant, clair, affirmé. Il n'y a pas ça du tout en France. Non, pas du tout. Ni en Europe en général. Est-ce que le CRIF vous semble représentatif des opinions de la communauté juive? Non, il est représentatif de la communion, de la communauté que le CRIF gère. Personne ne sait combien c'est. Alors moi, j'ai un ami journaliste, Dominique Vidal, qui a calculé que c'était 25% des Juifs de France. Mais je pense moi, je fais un calcul au doigt mouillé. Je pense qu'il y a une partie des Juifs de France qui ne s'identifient pas du tout au CRIF et une partie qui s'identifie. Et le CRIF représente ceux qui précisément soutiennent Israël, etc. Bon, les autres, on les entend peu, très peu. Mais il y a une grande différence quand même entre les États-Unis et Israël qui explique beaucoup de choses. Aux États-Unis, il y a deux organismes. Il y a un truc qui s'appelle EIPAC, qui est le lobby officiel, dans lequel il y a des juifs, mais il y a aussi des gens d'extrême droite, des évangélistes, toutes sortes de gens. Bon, qui sont les gens c'est un lobby. Ils défendent le point de vue d'Israël et les intérêts d'Israël. Et vous avez un truc qui s'appelle The Conference of Presidents, la conférence des présidents, qui réunit les présidents de tous les grands organismes juifs américains, de tous ordres culturels, sportifs, tout ce que vous voulez. Il y a des passerelles entre les deux, mais les deux sont séparés. Il y en a un qui représente Israël et un qui représente les Juifs américains. Ce n'est pas la même chose. En France, le CRIF se prétend le représentant des Juifs de France, mais il ne l'est pas. De facto, il est un lobby pro-israélien. Il y a d'autres organismes d'ailleurs qui s'occupent très bien des Juifs de France. Mais ce n'est pas le CRIF. Mais ce que le CRIF doit maintenir, c'est qu'il n'y a pas de différence entre être un juif français et soutenir Israël. Quand on veut être juif, on doit soutenir Israël. Alors le CRIF représente cela. Moi, je pense qu'ils sont, disons, 50%, 45, 55, j'en sais rien. Il y a beaucoup de... Je compte tous les gens pour qui Israël, ça continue de jouer quand même un rôle important dans leur vie, parce que, pour des raisons et pour des motifs divers et variés. Dans votre livre, vous expliquez aussi qu'en France, il y a une différence de mentalité entre les juifs séfarades et ashkénazes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je fais attention en disant ça, je ne l'écris pas exactement comme vous le dites. Je l'ai un peu... C'est un peu raccourci. Eh bien, je vous laisse l'expliquer. Mais... Voilà. Il y a une différence de formation entre les juifs ashkénazes et les juifs qui sont arrivés essentiellement d'Afrique du Nord et qui sont les juifs séfarades. Alors oui, il y a une différence. La différence, c'est que pour les Juifs d'Europe centrale qui venaient s'installer en France, ça a été le cas de mes parents, la France, c'était la découverte de la démocratie et de la République.
de ce qu'est une démocratie, de ce qu'est une république. Et donc, le fondement, quand on devenait français, c'était fini. On n'avait plus de problème. Et l'accès à la citoyenneté, c'était ça qui était fondamental. Et donc, il y avait un proverbe juif qui disait « heureux comme Dieu en France ». Heureux comme Dieu en France, ça veut dire que pour les Juifs, après ce qu'ils ont connu en Europe de l'Est, etc., alors on avait oublié aussi l'affaire Dreyfus, mais peu importe. On disait heureux comme Dieu en France. La tradition politique des Juifs d'Afrique du Nord, surtout des Juifs algériens, mais pas seulement, c'est une situation intermédiaire entre les dominants, c'est-à-dire le colonialisme français dans les 3 pays, je répète, surtout en Algérie, et la population, qui est la population à la fois occupée et colonisée, qui sont les Arabes, avec les Berbères, etc., la population autochtone. Et les Juifs sont souvent entre les deux. Alors, en Algérie, très clairement, parce qu'à partir de la fin du 19e, on leur octroie, pas à tous, mais à tous les Juifs du bord de mer, hein, des bords de la Méditerranée, tous deviennent français. Et donc, les Français font ce que font tous les pouvoirs coloniaux, c'est-à-dire qu'ils cherchent des minorités pour s'en faire des affidés. Les Anglais étaient les champions pour faire ça. Bon. Et on cherche des minorités, hop, on les rapproche, on leur donne des avantages par rapport au gros de la population, et on fait d'eux des gens qui sont vos affidés, et qui sont à vos ordres, bon, parce que vous les protégez. Et donc, ce judaïsme-là a vécu dans une situation coloniale où il s'est habitué à constater que le pouvoir colonial était légitime et que, honnêtement, la vie qu'il y avait en Algérie pendant 130 ans, c'était une vie où les Arabes n'avaient aucun droit et ils ne pouvaient pas voter. Et donc, et beaucoup d'autres droits ne leur étaient pas octroyés. Et c'était ça la normalité. Comme pour les Israéliens aujourd'hui, le fait que les Arabes palestiniens soient dans cette situation, ils n'en ont jamais connu d'autres de situation. Et donc, ils sont venus beaucoup d'entre eux sont venus avec une mentalité où la question clé n'était pas la citoyenneté, mais la question clé, c'est l'ethnicité. C'est ça la question clé. C'est très différent. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Ashkénazes sont des gens très progressistes, etc. Et ça ne veut pas du tout dire que les séfarades ne le sont pas. Au final, pourquoi Israël, dont le but, vous l'avez répété, à la base, c'était de protéger les Juifs, est devenu un réel danger pour eux? Je fais toujours cette analogie, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Mais Ben Laden, Daesh, c'est des dangers pour l'islam? Est-ce que ce sont des dangers pour l'islam? Si on dit qu'ils sont des dangers pour l'islam, parce qu'ils donnent une image de l'islam absolument détestable, parce qu'ils alimentent l'islamophobie, c'est comme ça. On va pas faire semblant que ça joue. Non. À chaque fois qu'un crime est commis par un musulman, parce qu'il est musulman, et il y en a eu, et il y en a, ben, immédiatement on stigmatise. Et les Zemmour et tous les autres se délectent de ce qui se passe, parce qu'ils savent que ça leur amène des troupes. Et c'est comme ça. Aux États-Unis, après, il y a eu en 2017, je dirais, un suprémaciste blanc qui a commis à Pittsburgh, dans une synagogue, un attentat très important. Il y a eu 10 morts, je crois, ou 11 morts. Je crois que c'était 10 ou 11. Il y a eu une réaction très vive de la communauté juive de Pittsburgh contre Trump, qui voulait venir, et aussi, surtout, contre la réaction des autorités israéliennes et du consulat israélien, qui ont essayé de tirer. Le type était un suprémaciste blanc. Ils ont dit oui, mais en général, c'est pas ça. En général, les vrais antisémites, c'est les musulmans. Donc, ce que je pense, c'est que quand on mène une politique criminelle au nom
d'un peuple, au nom d'une idéologie, que ce soit les musulmans, que ce soit un pays musulman, que ce soit Israël, etc., on alimente le racisme. En s'acoquinant avec tous les racistes européens et tous ces supposés régimes forts, si vous prenez la Hongrie, on a réhabilité glorieusement le régent Horthy. Alors, parce qu'à la fin de son régime, il s'est retourné contre Hitler. Mais pendant longtemps, il a fait les lois anti-juives les plus épouvantables. Et ça n'empêche pas les dirigeants israéliens d'être, en particulier Netanyahou, d'être un très grand ami de M. Orban. Et c'est pareil avec une flopée d'antisémites. Il y a une députée israélienne qui avait dit à la Knesset, peut-être qu'ils sont antisémites, mais ils sont pour nous. Ah ouais? Ben, je vais vous dire, quand on commence avec le racisme, si on commence à légitimer un racisme, quel qu'il soit, il ne faut pas s'éborder quand il déborde. Il ne faut pas s'étonner quand il déborde. Qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'on va développer, on va soutenir les islamophobes et on va s'étonner parce qu'on en est. Vous savez je parlais de Pittsburgh. Vous savez ce qu'il disait Pittsburgh? Il citait une phrase Hitler, le mec de Pittsburgh qui a commis le crime. Dans Mein Kampf, Hitler dit que ce sont les Juifs qui apportent les Noirs qui viennent vivre en Allemagne et salissent le sang de nos jeunes filles. Ben, on passe facilement du Juif au Noir. On passe aussi facilement du musulman au Juif. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Moi, je peux raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi, donc c'est normal que personne ne la connaisse. J'habitais le kibbutz et avec moi, il y avait un Français qui avait un peu plus âgé. Moi, j'avais 20 ans, 21 ans, et lui, il en avait 25, peut-être 24, 25. Et un jour, il est rentré des champs et il était quasi livide. Et donc, je lui ai demandé: «Ça va pas? Tu es malade?» Il m'a dit: «Non, non, mais il m'est arrivé un truc incroyable». Alors je lui ai dit: «C'était quoi?» Il m'a dit: «Tu sais, j'ai travaillé avec», je me souviens plus c'est un jeune Israélien, et j'ai passé la journée avec lui, sur le tracteur, tout ça, et cetera. Et à un moment, on était dans un champ, il y avait une margelle. Enfin, j'ai pensé que c'était une margelle. Donc je lui ai demandé: «C'est quoi ce machin-là dans le champ?» «Oh», il m'a dit: C'est ce qui reste du minaret sans doute». Alors j'ai dit: «Quoi, le minaret?» «Mais le minaret, quoi, il y avait une mosquée?» Il dit: «Oui, il devait y avoir une mosquée ici». Alors je lui ai dit: «Mais une mosquée en plein champ?» Alors il m'a regardé, il m'a dit: «Mais t'es con ou quoi? Il y avait un village». Alors il a dit: «Mais il est où le village?» Alors l'autre lui a dit, l'Israélien lui a dit: «Tu es définitivement taré, quoi, tu comprends rien. Il y avait un village, il n'y en avait pas un, il y en avait 10, on a tout rasé ici». Ce que j'ai pensé qui était vraiment le truc le plus, enfin, ce qui m'a le plus impressionné, c'était la réponse de l'Israélien. C'est-à-dire, parce que le jeune Français, il connaissait rien à rien, il venait d'arriver, donc il s'étonnait, bon. Il ne savait pas qu'il y avait eu des villages et qu'on les avait virés. Bon. Le jeune Israélien, il avait 30 ans. On était en 68. Ça veut dire que dans la guerre de 48, quand ces crimes-là ont été commis, il avait 10 ans. Il a rien vu. Il n'a pas pu, voilà. On ne peut pas savoir, on peut imaginer, je ne sais pas, c'était un Israélien qu'on appelait un tsabar, mais typique. Et on peut penser, mais on ne peut pas penser que son père, même s'il a fait la guerre à l'époque, par exemple, a pu lui raconter, parce que ce sont des choses dont personne ne parlait. Il n'en a jamais entendu parler à l'école. Et bien pourtant, il savait. Il savait, comme on connaît les crimes, comme dans ces familles où le père fait ce qu'il fait sur ses filles, où tout le monde, où toute la famille le sait et personne ne le voit.
Eh bien, je ne sais pas comment il savait, mais il savait. C'est-à-dire, Ben Gurion avait donné comme ordre, après 1948, de marteler. Nous n'avons jamais expulsé un seul arabe, ils sont partis volontairement. Et ça a été répété et répété à satiété par la propagande israélienne. Eh bien, lui vous aurait dit, on n'a jamais expulsé les Arabes d'ici. Pourtant, il savait que ce n'était pas une margelle, que c'était une mosquée. Et pourquoi on ne voyait rien? C'est quelque chose de... Ça, pour moi, c'est l'incarnation d'Israël. C'est-à-dire qu'ils savent au fond, et ils ne veulent pas savoir. Il faut rester nous. C'est nous les vraies victimes.